Il était grand temps que je vous enregistre une masterclass sur le sujet de la thèse CIFRE en sciences humaines et sociales. Vous le savez certainement, la CIFRE signifie Convention industrielle de formation par la recherche. Le but, c'est de faire sa thèse dans une entreprise, mais ça peut être aussi au cœur d'une collectivité territoriale, dans une association, une ONG, etc. La première chose que je veux que vous sachiez par rapport à la CIFRE, c'est qu'il ne s'agit pas d'une bourse ou d'une allocation ou de je ne sais quoi. C'est une aide qui est octroyée à un employeur pour embaucher un jeune chercheur. Cette aide, c'est de l'argent public qui va être octroyé à un acteur économique qui peut être privé, donc si c'est une entreprise, c'est du privé, mais qui peut être aussi public, par exemple en collectivité territoriale. Et l'idée, c'est d'aider cet acteur économique à embaucher un jeune chercheur pour mener une première étude de recherche. C'est donc un acteur économique qui est aidé et non pas un jeune chercheur. C'est important parce que toute la démarche que vous allez devoir faire si vous souhaitez mettre en place une CIFRE, c'est celle de la recherche d'un emploi et ce n'est pas celle d'aller chercher une aide sociale ou une allocation ou je ne sais quoi. Pour vous, c'est un emploi. Cette aide, elle est conséquente puisque votre employeur va recevoir 14 000 € par an et, s'il s'agit d'un acteur du privé, recevoir ce qu'on appelle un crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire un allègement fiscal pour embaucher un chercheur qui est là pour l'aider à innover par rapport à ses pratiques ou par rapport à un produit qu'il est en train de développer. Donc via le dispositif CIFRE, l'État encourage et soutient la recherche et l'innovation dans tous les secteurs en aidant toutes sortes d'acteurs à embaucher un jeune chercheur qui sera lui affilié à un laboratoire académique. Bien entendu, tout cela est très bien encadré par l'ANRT, qui est l'Agence nationale recherche et technologie. C'est elle qui va statuer sur chaque dossier et dire si, oui ou non, tel ou tel dossier va être subventionné par l'État. Je vous donne ces éléments qui sont importants pour bien comprendre ensuite la procédure d'admission pour la CIFRE. Malheureusement, en sciences humaines et sociales, tout cela est un terreau assez fertile pour la confusion. On est un peu dans un grand flou artistique en général quand on cherche à aborder la CIFRE après un master en SHS, parce que les acteurs académiques ne sont pas bien informés sur la CIFRE, et puis surtout il y a pas une guerre, mais il y a quelques tensions, si vous voulez, entre le monde économique et l'université, avec des chercheurs qui sont fonctionnaires et qui estiment que cet argent public ne devrait pas être donné au secteur privé, mais déployé uniquement dans le monde académique. Et on a toute une sorte de défiance du monde académique vis-à-vis de ces financements CIFRE, et c'est pour ça que les chercheurs qui dirigent aujourd'hui des thèses ne sont pas tous favorables à ce dispositif, et c'est pour ça que c'est à vous de vous informer. Il y a pas mal de chercheurs qui sont favorables, et même qui connaissent très bien le dispositif et sont en mesure de vous accompagner, mais il y a aussi beaucoup de chercheurs qui dirigent des thèses qui ne sont pas favorables à ce dispositif et qui en plus ne connaissent pas bien ce dispositif, donc ils ne sont pas en mesure de vous accompagner sur le montage d'un dossier. C'est important parce que c'est pas des choses qu'ils vont vous dire, c'est des choses qui vont simplement éluder. En fait c'est dommage parce qu'aujourd'hui 30% des CIFRE sont menées en sciences humaines et sociales, donc c'est un chiffre qui est croissant. Au départ la CIFRE n'était pas vraiment adaptée aux sciences humaines et sociales, mais aujourd'hui il y a de plus en plus d'efforts qui y sont portés, et parce que le monde académique a de plus en plus de mal à recruter ces docteurs, il semble en tout cas de plus en plus pertinent d'aller chercher de la CIFRE dès l'entrée en thèse, pour vous permettre tout simplement d'élargir votre réseau, de voir la recherche de manière appliquée et non pas seulement fondamentale. Donc on va voir un petit peu tout ça, quelles sont les différences fondamentales entre la CIFRE et le contrat doctoral, quels sont les avantages et les inconvénients de la CIFRE, et comment mettre en place une thèse CIFRE. Ce sont les trois parties qu'on va voir tout de suite. Alors, premièrement, quelles sont les différences les plus importantes entre la thèse menée en CIFRE et la thèse menée sous contrat doctoral à l'université? C'est assez simple à comprendre, la thèse CIFRE est perçue comme étant une thèse plutôt industrielle, une thèse qui est menée avec un employeur, alors que de l'autre côté, on est plutôt sur de la recherche académique, c'est-à-dire plus théorique. On est sur deux univers complètement différents, avec un monde académique qui va être plutôt tourné vers la théorie, qui cherche à penser les choses, à penser les pratiques, à penser les nouveautés, alors que du côté de la recherche en CIFRE, vous faites de la recherche pour un acteur en particulier, en prenant uniquement en compte ses contraintes à lui, ses objectifs à lui, etc. Donc c'est complètement différent, le cahier des charges n'est pas le même. L'intérêt quand on est en CIFRE, c'est souvent qu'on est connecté à un terrain concret, on a des données qui sont concrètes, on a des objectifs qui sont clairs. Donc l'idée c'est de faire une thèse directement pour un acteur. Admettons que vous fassiez une thèse au Centre Pompidou,
forcément vous allez devoir faire une étude de cas avec le Centre Pompidou. Par exemple, vous allez aller regarder ce qu'il y a dans la réserve du musée, ou alors le musée a repéré une collection dans sa réserve et il ne sait pas quoi en faire. J'ai eu le cas avec une des personnes que j'accompagne qui travaille sur un fonds photographique. Elle est sur des photographies de mode et le musée cherche à valoriser cette collection de photographies. Ce sont des polaroïdes et l'idée pour elle, c'est d'élaborer, de tricoter un sujet de thèse autour de ça pour que le musée puisse valoriser cette collection de photos qui jusqu'à présent est totalement inexploitée. Vous voyez un peu quel type de sujet vous pouvez créer en chiffres avec des acteurs économiques, alors que si vous aviez fait la même thèse sous contrat doctoral, au concours, il aurait fallu valoriser un corpus constitué sur la base d'un thème. Par exemple, la photographie de mode entre 1930 et 1940, vous voyez. Alors certes, la thèse académique ne va rien coûter au musée, mais le musée pourrait avoir des informations beaucoup plus poussées, beaucoup plus spécifiques à ses enjeux à lui, si le chercheur avait mené sa thèse en chiffres chez lui. En termes de rémunération et de conditions de travail, la grande différence en fait entre les deux, en termes de rémunération, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, le contrat doctoral a été bien valorisé par rapport à la CIFRE, ils sont à peu près alignés. L'intérêt de la CIFRE, c'est que vous pouvez négocier votre salaire, donc si vous avez déjà une certaine carrière derrière vous, ce sera plus facile d'aller monter un petit peu la rémunération. Et en termes de conditions de travail, la grande différence, je dirais qu'en CIFRE, on a tendance à être un peu moins seul, entre guillemets, que sur la thèse académique, parce que ok, quand vous êtes sous contrat doctoral, vous allez avoir à minima un bureau, en tout cas je vous le souhaite, mais concrètement, il n'y a pas toujours de vie de laboratoire dans les sciences humaines et sociales, donc on est quand même assez seul dans ce qu'on fait, et si vous êtes en chiffre, en général, vous passez au moins 80% de votre temps chez l'employeur, hein. Donc forcément, les conditions de travail vont pas être les mêmes, vous allez certainement vous sentir un peu moins isolé en chiffre, encore que parfois, il y a des problèmes d'insertion, parce que le chercheur a du mal à trouver sa place dans les équipes qui sont déjà constituées et dans lesquelles on n'est pas habitué à avoir un chercheur, hein. Donc ça peut être quand même important, même si je ne vais pas forcément développer là-dessus aujourd'hui. Ce que je peux vous dire en termes d'implication sur le sujet de recherche, ce qui est important de comprendre, c'est que côté ci, vous allez avoir des attentes qui sont industrielles, entre guillemets, hein. Même dans un musée, vous allez avoir, disons, des attentes en termes de rentabilité. On veut savoir ce que vous faites, on veut vous cadrer, on va vous dire exactement ce qu'on veut, donc il va falloir vous y conformer, vous voyez. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret à sortir avec un livrable. En fait, il y a moins ce côté... vous allez moins facilement penser votre sujet, si vous voulez. On va plus vous l'imposer. Alors que souvent, en contrat doctoral, en sciences humaines et sociales, c'est vous qui amenez un projet de thèse, et donc si le projet évolue, c'est vous qui gérez, vous avez le droit de le faire évoluer un peu comme vous voulez. C'est une grande liberté côté académique, ça c'est clair, alors que côté chiffres, on doit se conformer beaucoup plus à des attentes qui sont très claires, très concrètes, et on va pas aller s'éloigner de ça en fait, hein. Voilà. Alors les avantages et les inconvénients de la thèse chiffre en sciences humaines et sociales, je dirais que les points positifs, c'est vraiment l'expérience professionnelle qui va être beaucoup plus concrète, puisqu'on est sur de la recherche appliquée. C'est évident que quand vous sortez, vous avez un réseau beaucoup plus étendu, on vous connaît, on vous a vu tous les jours, vous êtes sur... En fait, vous avez été confronté tous les jours aux besoins des équipes, à leurs réflexions, à ce qui est important pour elles. Et forcément, c'est ultra formateur parce que vous n'êtes pas forcément passé par là dans votre cursus. Si vous avez fait un mémoire de recherche et un master de recherche, vous n'êtes peut-être jamais allé sur le terrain dans les musées, vous ne savez peut-être pas comment ça fonctionne. Il y a tout un intérêt à aller faire une chiffre parce que vous allez être intégré à ces équipes. Alors que dans le monde académique, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ces liens avec les musées. Je donne l'exemple de l'histoire de l'art parce que je suis partie sur cet exemple depuis le début, mais je pense que vous saurez transposer si vous êtes en entreprise, c'est pareil. Faire de la recherche par exemple en sciences de gestion, dans le monde académique, on va être beaucoup plus sur de la recherche documentaire, vous allez évidemment pouvoir faire de la recherche qualitative, quantitative, mais vous serez beaucoup plus éloigné, si vous voulez, des réalités, des besoins, des questions que se posent les acteurs concrètement tous les jours. Ça va être beaucoup plus compliqué de pénétrer le secteur que vous visez si vous êtes sur une thèse académique, parce que les liens sont très très faibles entre le monde économique et l'université. Ça va être beaucoup plus compliqué d'élargir votre réseau professionnel, j'entends, si vous êtes sur une thèse académique. Pareil pour l'accès au terrain. Quand vous êtes sur une thèse académique sous contrat doctoral, voire non financée, c'est très compliqué d'accéder au terrain parce qu'il n'y a pas d'encadrement légal qui vous permet d'aller récolter des données. Alors parfois les universités ont des sortes de conventions, de partenariats avec certains terrains, ils arrivent à avoir des données.
ça tant mieux, mais c'est pas le cas tout le temps. Et l'accès au terrain peut être beaucoup plus compliqué quand on est sur une thèse académique. La différence majeure entre les deux pour vous, si vous êtes en train de réfléchir à tout ça, c'est clairement l'insertion professionnelle. Parce que sur la CIFRE, vous l'avez compris, on va vous connaître, vous allez avoir accès à des gens, vous allez avoir des collègues sur un terrain qui vous intéresse puisque c'est celui que vous étudiez, alors que côté académique, vous allez avoir essentiellement des contacts académiques avec des chercheurs qui ne pourront pas probablement vous recruter à la fin. Même si eux ne vous recrutent pas, admettons que vous travaillez au Centre Pompidou, admettons que le Centre Pompidou ne vous recrute pas à la fin de la thèse, avoir une expérience de 3 à 4 ans au Centre Pompidou sur un projet de recherche, ça va forcément attirer l'attention beaucoup plus des autres institutions muséales qu'une thèse menée sous contrat doctoral à l'université. Parce qu'on va considérer que vous étiez beaucoup plus loin du secteur et de ses besoins et que vous n'avez pas été en contact direct de tous ces éléments, si vous voulez. Donc l'insertion professionnelle n'a rien à voir, votre réseau déjà c'est pas le même, on vient de le voir. En CIFRE, vous allez avoir des contacts à la fois avec des chercheurs et avec le secteur, donc ce sera plus simple vraiment de développer ce réseau, de vous faire des amitiés, des contacts, et de vous insérer nécessairement par la suite. Donc c'est vraiment la grande différence et je pense que dans le contexte actuel, avec des universités qui ne peuvent plus et qui ne veulent plus toujours recruter des titulaires, ça peut être bien de partir sur une thèse CIFRE d'entrée de jeu pour derrière avoir beaucoup plus de chances de s'insérer dans ce secteur. Voilà, donc ça c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de la CIFRE, on va pas se mentir, c'est l'insertion professionnelle, parce que vous serez plus crédible, c'est clair. Un employeur veut savoir ce que vous avez concrètement comme expérience professionnelle à valoriser et il aura beaucoup de mal à valoriser votre expérience académique comme étant de l'expérience professionnelle en fait. Maintenant, la CIFRE n'est pas non plus la réponse parfaite à tout, c'est loin d'être évident de mettre en place une CIFRE. Pour commencer, il y a une complexité administrative qui est juste impensable, c'est vraiment très compliqué de mettre en place une CIFRE, surtout quand on ne répond pas à une offre et qu'on cherche à monter soi-même le projet, c'est extrêmement long, ça peut prendre au moins 12 à 18 mois avec une entreprise et davantage si on part sur une collectivité territoriale qui n'a pas créé d'offre, encore une fois, on va en parler, hein, mais en fait la CIFRE, soit vous répondez à une offre, soit vous créez l'offre. Donc tout est possible, hein, vraiment, mais il faut prendre le temps. C'est très long, c'est très compliqué, et on va voir pourquoi juste après. Donc complexité administrative par rapport au montage du dossier, des démarches qu'il faudra faire auprès de la NRT, parce qu'il ne suffit pas de trouver un employeur et un directeur ou une directrice de thèse. Il faut ensuite envoyer un dossier à la NRT qui, elle, va statuer, hein, je vous l'ai dit au début. Donc c'est compliqué, ça prend du temps, il y a des délais de traitement, enfin bref, c'est très laborieux, hein, et ça tout le monde le dit, c'est vraiment, je dirais, le plus gros point faible de la CIFRE en fait. Et puis, il y a de nombreux conflits, on va dire, des nombreux problèmes qui peuvent naître du fait d'avoir à lier ce monde professionnel et le monde académique. En fait, les enjeux sont pas les mêmes. Donc, le directeur de thèse va vouloir diriger la thèse d'une certaine manière. Je parle de la problématique, par exemple. C'est très compliqué de se mettre d'accord sur une problématique qui intéresse à la fois le monde académique et l'employeur, puisque, vous avez compris, les deux n'ont pas du tout les mêmes intérêts, si vous voulez. D'un côté, on travaille pour le collectif, on travaille pour la société, on travaille pour la science, on travaille pour la connaissance, alors que de l'autre, non, on travaille pour une rentabilité, qu'elle soit économique, culturelle, technique ou autre. On veut un résultat concret. Et donc c'est un peu le choc des cultures, si vous voulez, entre le monde académique et le monde socio-professionnel. C'est pas toujours évident à gérer, surtout pour un jeune chercheur qui, lui, n'a pas été formé à ça, qui n'a pas toujours une grande expérience professionnelle avant d'arriver en CIFRE. Et comme je le disais aussi, c'est pas évident de trouver sa place dans les équipes. C'est pas toujours simple, vraiment. Avec non seulement vos collègues ne comprennent pas toujours ce que vous faites, mais en plus, les personnes qui dirigent votre thèse côté CIFRE ne sont pas toujours non plus au fait de ce qu'est la recherche, et des fois ils ont tendance à vous dire bah tu vas faire ta recherche entre deux missions, alors que vous êtes censé faire de la recherche à temps plein. Donc il y a tout ça qui peut être compliqué. Il y a aussi des questions de propriété intellectuelle, de conflits d'intérêts qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'il arrive, quand vous êtes en CIFRE, que vous ayez accès à des données confidentielles ou à des données sensibles que vous ne pouvez pas publier. Donc c'est compliqué, ça demande des ajustements, ça demande de la souplesse, ça demande du dialogue pour que vous puissiez à la fois servir l'entreprise, la recherche et votre carrière, parce qu'il va falloir que vous alliez en colloque, communiquer, il va falloir que vous alliez publier dans des revues à comité, et donc ça demande du travail sur la posture professionnelle, ça demande de savoir imposer un petit peu les choses, ça demande aussi une bonne négociation au départ, quand on va signer la convention, puisque tout va être indiqué dedans.
Et souvent, on zappe un peu cette étape parce qu'on est tellement content d'arriver au bout du processus administratif qu'on ne pense pas à ces choses-là. Donc il y a toutes les questions de propriété intellectuelle qui peuvent être très compliquées à gérer dans le cadre d'une thèse CIFRE, et ça il ne faut pas l'ignorer. Il faut en parler le plus tôt possible avec les employeurs et vous assurer que les choses qui vous sont imposées vous conviennent pleinement. C'est pas évident, vraiment. Donc pensez-y, hein, c'est important, et je peux aussi répondre à vos questions plus en détail dans les commentaires par rapport à ça. Sachez en tout cas qu'on a souvent des a priori par rapport à cette question de la propriété intellectuelle. Souvent les jeunes chercheurs pensent que s'ils font une thèse non financée ou sous contrat doctoral dans l'université, il n'y aura pas ce problème parce que la recherche va leur appartenir, alors que s'ils font la thèse en CIFRE, la recherche va appartenir à l'entreprise ou à la collectivité. En fait, c'est faux, hein. Vous avez les droits d'auteur de votre thèse, mais dans les deux cas, la thèse, les connaissances qu'il y a dedans appartiennent soit à l'université, soit à l'employeur. Donc là-dessus, ne vous faites pas trop d'illusions, renseignez-vous bien. Le plus souvent, le travail que vous allez mener en thèse va appartenir à l'université ou aux organismes de recherche qui vous emploient, CNRS, EPHE, INHA. Tous ces organismes, qu'ils financent votre thèse ou pas, sont propriétaires de votre travail, le plus souvent. Voilà à mon sens les principaux avantages et inconvénients de la thèse CIFRE par rapport au contrat doctoral. Ce sont deux solutions qui peuvent en tout cas apparaître comme tout à fait valables, et je vous invite vraiment à songer aux deux options, aussi bien à l'une qu'à l'autre, c'est ça que je veux dire. Alors comment on fait maintenant pour faire une thèse CIFRE? Je l'ai dit plus tôt, soit vous allez répondre à une offre préexistante, donc une équipe de recherche a créé une offre. C'est arrivé l'année dernière avec une des personnes que j'ai accompagnées. Une région de France a contacté un laboratoire public pour créer un projet de recherche CIFRE pour redynamiser la région. Donc je donne pas de détails, on veut redynamiser une région, et donc on se rapproche d'un laboratoire public, on crée un projet de recherche ensemble, et le doctorant va travailler sur des pistes pour redynamiser la région. Le projet de thèse est publié sur le site de la NRT, sur les sites de recherche d'emploi, en général ça tourne aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis il y a un process de recrutement qui est lancé, on reçoit plusieurs candidatures et on reçoit ensuite les candidats qui nous intéressent le plus, et on en retient un qui va passer la suite du process. Alors si vous passez par ce process, c'est relativement simple et rapide pour vous, mais ça reste assez long. Pourquoi? Parce que même si les deux acteurs ont déjà lancé les choses, ont déjà créé le projet de recherche et que vous n'avez pas à faire tout ce travail, eh bien vous êtes recruté, et quand vous êtes recruté seulement, le dossier est envoyé à la NRT pour validation. Donc il y a toujours une part d'inconnu quand même. On vous dit que vous êtes pris, mais en même temps il faut quand même que la NRT valide l'ensemble du projet, et il peut arriver que les choses prennent du temps. Okay, donc il y a tout ce côté-là qui peut être assez anxiogène. Je l'ai vécu avec plusieurs candidats, et c'était pas du tout évident à vivre pendant 3-4 mois. Il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est compliqué parce que souvent vous avez des emplois, vous devez quitter votre emploi, vous avez des conjoints, vous avez des logements qu'il faut quitter parce que le poste n'est pas à côté de chez vous, et donc ça induit beaucoup d'adaptation et une prise de risque parce que vous n'êtes même pas certain que ça fonctionne. Okay, donc ça c'est la première chose. S'il n'y a pas d'offre, alors là souvent j'entends oui mais moi il n'y a pas d'offre, je suis en lettres, tu comprends Erika, il n'y a pas d'offre, c'est pas possible, sur mon sujet il n'y aura rien. En fait c'est faux, vous pouvez toujours trouver un lien, et ça j'ai déjà expliqué dans plein d'autres vidéos, c'est trouver un lien avec un secteur. Si vous êtes en lettres, vous avez un corpus, vous travaillez sur des œuvres, il y a peut-être un lien avec la BNF, un lien avec des bibliothèques, il y a peut-être des liens avec des musées même, hein. Il faut regarder un petit peu de ce côté-là. Il peut y avoir des liens avec le secteur. Par exemple, des maisons d'édition. J'en ai travaillé un l'année dernière. Il était sur une thématique qui était franchement a priori pas bankable pour une CIFRE, et on a travaillé le sujet, ça a très bien fonctionné. Et travailler sur la fée Mélusine, j'en ai déjà parlé dans certains reels. Cette fée, c'est une figure mythologique initialement, elle est présente dans plusieurs régions de France, elle est associée aux origines de grandes familles de la noblesse, donc a priori, on est dans une recherche purement documentaire, ça va être compliqué de trouver des liens avec le secteur économique. Mais j'ai creusé. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé deux questions. La première, c'était quel sera l'impact de ta recherche sur la société? Et la deuxième, c'est celle que je pose tout le temps, à qui peut servir ta recherche? Alors là, il s'est mis à brainstormer, à réfléchir. Sur le moment, ça a été compliqué. Il m'a pas trouvé de réponse. Donc
Je l'ai un peu travaillé, je l'ai fait parler de son sujet pour l'aider à dégager ces choses-là. Il m'a dit que ce qui le fascinait le plus, c'était que cette légende ait persisté jusqu'à aujourd'hui. Et il avait peur que ça se perde, justement à cause des logiques économiques, toutes ces logiques un peu industrielles qu'on essaie de valoriser en France au maximum, et qui chagrinent souvent les chercheurs qui sont passionnés par leur sujet. Et donc sa peur à lui, c'était que dans notre monde d'aujourd'hui, cette légende locale se perde et finisse par être oubliée. Pour moi, c'est là qu'on a pu dégager quelque chose. Il avait peur de ça, donc on s'est demandé comment ce sujet pouvait être remis au goût du jour tout simplement dans des formats éditoriaux modernes. À partir de là, on n'était plus sur un sujet de recherche fondamental, on était sur un sujet de recherche appliquée parce qu'on était sur la sauvegarde du patrimoine français. Et là, c'est intéressant. Là, la NRT peut donner des fonds publics pour aider à la recherche là-dessus. Vous voyez, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a recartographié un peu tout ça, il a contacté tout le monde à ce niveau-là, donc c'était essentiellement des chercheurs et des personnes qui travaillent, des professionnels des maisons d'édition. Et avec l'une des maisons d'édition, pendant toute la période qui a suivi, il a créé un projet de recherche-création sur ce sujet-là. Le but, c'était de tester avec eux des formats éditoriaux qui leur permettaient de diversifier leur catalogue avec des récits liés à l'identité régionale, mais qui sont en même temps adaptés aux lecteurs d'aujourd'hui et qui auraient, disons, un potentiel commercial grâce à des partenariats et l'organisation d'événements culturels autour de ces sorties, en fait. Donc un excellent projet de thèse qui a été validé par la NRT. La maison d'édition, c'était une petite maison d'édition, donc elle a pu être aidée pour recruter ce chercheur et se développer au niveau stratégique et commercial tout en participant à un projet de recherche qui contribue à la sauvegarde du patrimoine. Donc, vous voyez, des fois il faut savoir aussi détricoter un peu les choses et prendre du recul sur sa passion, aussi sur ses peurs, parce que c'était le cas ici. Il avait peur que les maisons d'édition ne s'intéressent plus à ça parce que c'est pas vendeur, et finalement, en les aidant à rendre ça vendeur, ça a permis à la maison d'édition de se lancer sur un projet de cette envergure, d'être aidé par l'État pour le faire, et de revaloriser une légende locale. Donc c'est juste trop bien, en fait. En tout cas, lui, il est ravi. C'est clair que lui, il est ravi. Finalement, avec le recul, il est vraiment heureux de ne pas avoir négligé cette piste, parce qu'il aurait pu présenter aussi son projet au concours du contrat doctoral, mais en termes d'insertion professionnelle, ça aurait quand même été beaucoup plus compliqué. Là, aujourd'hui, il est inséré dans une maison d'édition. Alors certes, elle est modeste, mais c'est une maison d'édition qui est française, qui est quand même bien implantée, qui a été aidée, qui ne pourra que lui être utile par la suite au moment de son insertion. Donc voilà, du coup, j'ai déjà un petit peu illustré le parcours. Si vous ne répondez pas à une offre, eh bien, il faut monter vous-même votre CIFRE en réfléchissant tout simplement, en contactant d'un côté les directeurs et directrices de thèse potentiels qui pourraient vous encadrer. Certains connaîtront peut-être le dispositif CIFRE, et de l'autre côté, il faut contacter des employeurs potentiels. C'est la partie la plus difficile en général pour vous, parce que quand vous sortez de master, vous ne savez pas faire ça. Et ce que je constate, moi, dans 90% des cas, si ce n'est plus, c'est des mails qui ne sont pas du tout adaptés quand vous faites votre recherche. J'entends souvent, j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, des jeunes chercheurs qui se disent que c'est pas possible, que de toute façon personne ne s'intéresse à leur sujet, etc. Mais en réalité, il y a clairement un souci dans la façon de contacter les employeurs potentiels. Souvent, vous allez dire bonjour madame ou bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle un tel, j'ai un projet de recherche en ce moment et j'aimerais savoir, je cherche un financeur, voilà, je vous mets le projet en PJ et puis dites-moi si ça vous intéresse. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En fait, personne ne vous répond parce que vous les contactez de cette manière-là. Il faut essayer de comprendre que vous êtes à un niveau bac plus 5, ok? Donc c'est quand même important de vous mettre dans les baskets de quelqu'un qui est diplômé, qui a fait des études, qui est censé connaître un petit peu son secteur, même s'il a fait un parcours en recherche. Essayez de vous mettre dans les baskets de l'employeur qui va recevoir ça. L'employeur, ce qu'il veut, c'est des gens dans son équipe qui comprennent ce qui se passe dans cette boîte-là. Donc déjà, il veut pas un mail générique, il veut un mail personnalisé avec, voilà, je suis vos activités depuis des années, admettons qu'on veuille s'insérer dans une maison d'édition. Vous savez que chaque maison d'édition a des missions, une ligne, des thèmes, des choses bien spécifiques, hein. Elles sont toutes différentes. Donc forcément, vous allez envoyer des mails personnalisés en disant « Je suis vos activités depuis X années, je trouve ça trop intéressant. Aujourd'hui, moi voilà, j'ai créé un projet de recherche sur ce sujet. Je suis en train de créer un projet de recherche autour de cette thématique
commune et j'aimerais énormément vous rencontrer en fait pour en discuter, savoir un petit peu quels sont vos besoins en termes d'études, de recherche, quels sont les obstacles que vous avez pour vous développer, de quoi vous avez besoin, et c'est vous mettre à l'écoute de cette institution entre guillemets dans votre secteur, de cet acteur économique qui a des problèmes et qui a besoin des chercheurs pour les résoudre. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'en peuvent plus de voir autant de projets de recherche qui sont menés en France, qui sont complètement à côté de leurs besoins. Eux, quand ils regardent un petit peu dans la littérature académique, ils ne trouvent rien qui leur permette de solutionner leurs problèmes ou d'améliorer leurs pratiques, vous voyez ? Parce que c'est jamais fait en concertation avec eux. Donc déjà, faites le pas. Avant de demander de l'argent, j'ai expliqué ça sur les réseaux l'autre jour, avant de demander de l'argent, même à vos parents, vous les travaillez, vous présentez le projet, vous expliquez, vous dites, vous montrez de l'intérêt pour eux. C'est juste la base de toute relation humaine. On n'arrive pas vers les gens en leur demandant de l'argent ou un financement. Vous voyez, c'est vraiment une preuve d'immaturité que de faire ça. Donc faites attention et montrez de l'intérêt pour eux, cherchez à les rencontrer, écoutez-les, dites-leur moi je voudrais faire une thèse là-dessus. Par exemple, on reprend l'exemple de Mélusine, moi je suis passionnée par ça, ça fait partie de la légende locale et j'ai peur que ça s'oublie parce que justement aujourd'hui on parle plus de ce mythe, il n'est pas réédité, il n'y a pas de proposition vraiment qui permet au grand public de redécouvrir ou de mieux connaître ce personnage, et je sais que vous travaillez beaucoup avec la région, ou je sais que vous travaillez beaucoup avec les légendes locales, et pourtant il n'y a rien sur Mélusine. Vous voyez, c'est essayer de trouver quelque chose qui peut les intéresser eux, parce qu'admettons que eux soient sur un territoire, et des aides de la région, et n'aient pas vu le potentiel de ce mythe, que vous avez vu puisque vous connaissez l'histoire du mythe. C'est vraiment mettre ensemble des compétences et des perceptions qui font que on a tellement de choses à se dire en fait, parce que grâce à vous, ils peuvent trouver un nouveau levier pour se développer, pour se faire connaître auprès du grand public, pour créer des collections, rééditer des ouvrages, etc. Ils ont besoin de vous pour ça. Donc, il faut vraiment pas avoir peur d'aller parler avec eux, simplement demander un entretien la première fois, et puis leur expliquer, voilà, votre démarche, comme vous le feriez à un ami ou à quelqu'un, à un prof par exemple, à qui vous discutez de votre projet professionnel. Et ensuite, eux vont vous identifier nécessairement comme jeune chercheur. Ah bah tiens, cette fille-là ou cette personne, elle travaille là-dessus, ça nous intéresse. Peut-être que sur le moment, ils n'auront pas d'idée, mais chemin faisant, on va rester en contact, on va s'envoyer des idées, et puis on va trouver peut-être une idée. Une fois qu'on a trouvé une idée, on peut essayer de travailler un projet de thèse. Donc ok, la maison d'édition, elle capte qu'elle peut utiliser ce personnage pour éditer des choses qu'elle a trouvées entre-temps, qu'elle peut rééditer, ou des nouveaux ouvrages, ou de la littérature jeunesse. Elle a plein de contacts qui peuvent vous intéresser, parce que vous ne les avez pas. Et ensemble, vous allez peut-être pouvoir créer quelque chose autour de la fée Mélusine. C'est génial. Vous allez travailler avec des gens qui sont sur un secteur professionnel, donc vous allez pouvoir vous professionnaliser, voir concrètement comment ça marche dans une maison d'édition, comment ils font, quelles questions ils se posent, et clairement, pour votre insertion professionnelle, c'est banco, vous voyez ? C'est super intéressant. Et donc, une fois que vous avez le projet, vous allez pouvoir dire, voilà, en termes de financement, il y a le dispositif CIFRE qui existe, c'est intéressant, parce que si vous ne pouvez pas m'embaucher, c'est quand même une aide considérable, 14 000 € par an pendant 3 ans pour ma rémunération. En plus, il y a le crédit d'impôt recherche derrière. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. Et c'est ce temps-là qu'il faut prendre avec eux pour comprendre leurs besoins, réfléchir à comment vous pouvez leur être utile avec votre passion sur Mélusine ou je ne sais quoi, et essayer de co-créer un projet ensemble. Après, derrière, c'est assez facile de convaincre l'université, et ensuite, il faut envoyer le dossier à la NRT. Et la NRT, elle, va juger la portée économique, culturelle, sociale, tout ce qu'on veut, du projet. Donc, est-ce que c'est un bon investissement ou pas, concrètement ? Qu'est-ce que la maison d'édition va en retirer ? L'État a tout intérêt à pousser les acteurs économiques, pas forcément les plus gros, à se développer, parce que pour les régions, ce sont des acteurs économiques qui sont pertinents, qui sont intéressants, qu'on a envie de soutenir, et donc il suffit, entre guillemets, de montrer en quoi, par exemple ici pour le territoire, c'était hyper pertinent de financer ce projet. En tout cas, voilà, c'est complètement possible, vous voyez, de créer un projet à partir de zéro, simplement en allant discuter avec les gens. Donc par mail, ne les approchez jamais en leur disant j'ai un projet, est-ce que je cherche un financeur, si ça vous intéresse, rappelez-moi. C'est pas ça. C'est bonjour,
est-ce qu'on peut se rencontrer? Moi j'ai un truc, vous faites ça, on a sûrement des choses à se dire. Je rencontre telle autre maison d'édition à ce propos dans quelques jours, mais je serais vraiment content ou contente de travailler plutôt avec vous et de vous rencontrer avant, parce que, vous voyez, l'idée c'est de les mettre un petit peu en concurrence, qu'ils comprennent que c'est aujourd'hui et c'est pas dans 2 mois, parce que là, de toute façon, ce projet, il va naître peut-être avec l'un de leurs concurrents. Soyez stratégiques, faites en sorte d'adopter la bonne posture professionnelle aussi pour convaincre les gens de s'intéresser à votre projet en leur disant « Attention, j'ai rendez-vous à la concurrence dans 15 jours, et donc... ce serait dommage de passer à côté de cette super opportunité pour vous. Vous voyez, votre projet est une opportunité pour le monde économique. Essayez en tout cas de vous placer dans ces conditions-là et de ne jamais vous mettre en position de demande. Ça ne marche pas comme ça en fait dans le monde professionnel et le mieux que vous avez à faire, c'est déjà d'aller parler avec eux. Décrocher un entretien et après vous verrez pour demander de l'argent. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère vous avoir convaincu du fait que la thèse CIFRE est vraiment à envisager quand on est en sciences humaines et sociales, autant que dans les autres domaines. J'espère que vous arriverez aussi à adapter les exemples que j'ai pu donner avec des exemples qui vous concernent vous, que ce soit en droit, en sciences de l'éducation. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y en a. De toute façon, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je ne peux hélas faire une masterclass ultra complète avec plein d'exemples, mais je peux en tout cas vous donner déjà ces orientations. Comprenez que la CIFRE, c'est un vrai levier pour votre carrière professionnelle. C'est aussi une manière de devenir porteur de projet parce que pendant toute cette phase où vous allez créer ce projet de thèse, vous allez être au contact de plein d'acteurs économiques, vous allez apprendre des choses et que vous allez déjà faire de la recherche. Même si vous n'êtes pas encore inscrit en thèse, c'est vraiment une étape ultra importante mais fondamentale en fait pour vous. Donc, n'ayez pas peur de prendre ce temps-là pour aller parler avec les gens, pour comprendre leurs besoins, savoir où vous pouvez être utile. Je suis persuadée qu'à la sortie d'un master, 99% des jeunes chercheurs ne savent pas où ils peuvent être utiles et ne prennent pas le temps de se poser la question. Et c'est pour ça qu'après, il y a tous ces problèmes qui nous rattrapent après la thèse, à savoir, ok, maintenant je suis spécialiste de ça, mais qu'est-ce que j'en fais ? Si vous allez vers la thèse CIFRE, vous allez forcément vous poser toutes ces questions-là avant d'entrer en thèse. Et vous allez monter en compétences aussi, vous allez apprendre à avoir la bonne posture professionnelle, à communiquer autant avec les chercheurs qu'avec les gens du monde socio-économique. Vous allez apprendre à monter un projet, vous allez apprendre à convaincre, vous allez apprendre à tirer des leviers qui ne sont pas forcément ceux auxquels vous êtes habitués. On n'est plus seulement là pour faire de la recherche passion, entre guillemets, pour faire de la recherche loisir, si j'ose dire, mais vraiment pour aller chercher le métier, la professionnalisation, et donc les enjeux qu'il y a derrière le métier de chercheur. J'attends vos questions en commentaire et si je vois qu'il y a des choses qui reviennent, je ferai peut-être un deuxième volet sur la thèse CIFRE sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.